je suis étourdi par le bouquin que tu viens d'écrire, Un parrain à la Maison Blanche, avec évidemment la photo de Donald Trump en couverture. Je suis étourdi parce que on est à la fois chez James Ellroy, chez Cortez, c'est truffé de mafieux, c'est truffé de magouilles incroyables. Alors, ta phrase de pub là que donnent les libraires, bon bah, souvent on dit ça d'un livre, mais pour celui-là, c'est particulièrement vrai. C'est d'ailleurs tout ce que raconte ce livre est incroyable, et le pire, c'est que tout est vrai, quoi. Quand on suit l'actualité des États-Unis et de Donald Trump, on présuppose un certain nombre de choses. Sauf que là, on les lit et on se dit, à chaque fois qu'on tourne une page, on se dit, mais merde. Alors, le truc qu'on se dit tout le temps, c'est comment ce type a-t-il fait pour toujours s'en sortir, pour jamais être mis inculpé, jamais, enfin, comment c'est possible? Ouais, ça c'est le mystère absolu, celui que je n'ai pas résolu, peut-être en partie. Il aurait dû être inculpé, si tu veux, mais je sais pas, des dizaines de fois, hein, pour participer à cette association mafieuse, détournement, chantage, escroquerie, banqueroute, mais je veux dire vraiment un nombre incalculable de fois, et pourtant il n'a jamais été inculpé. Il y a un agent du FBI qui m'a dit qu'il était passé devant un grand juré, que Trump a, mais je ne suis pas arrivé à trouver l'affaire. Personne n'a trouvé l'affaire. Il y a des personnages, je pense à Ron Fino ou à des gens comme ça qui l'ont frôlé. On se dit, ça y est, ils vont la voir, et non. Ron Fino, c'est le cas typique. C'est un pote à moi. C'est lui qui m'a incité à écrire le bouquin, d'ailleurs. C'est un infiltré du FBI à l'intérieur de la mafia. C'est le fils de la famille de Buffalo, une famille très, très puissante, qui a accepté de trahir sa famille parce que c'est quelqu'un d'intègre. C'est un syndicaliste qui croit au syndicalisme. Il s'est aperçu que les syndicats étaient totalement corrompus par la mafia et donc il a accepté de trahir sa famille. Eh bien, lui a essayé de s'en prendre à Trump parce qu'il voyait bien les deals un peu douteux qu'il passait avec les syndicats et le FBI n'a jamais voulu poursuivre. Donc, l'explication, en fait, c'est que Trump se comporte comme un mafieux. Tu connais bien les mafieux. Les mafieux, la première chose qu'ils font quand ils arrivent quelque part, ils s'installent, ils contrôlent leur territoire, mais ils cherchent des protections. C'est la première chose qu'ils font, c'est ils ont besoin pour opérer de protection. Et Trump a toujours fait ça. Et il a trouvé des protections systématiquement et au bon moment. À commencer par son avocat, par Roy Cohn, ensuite par des agents du FBI, ensuite par Rudy Giuliani, ensuite par d'autres agents du FBI. Donc, on va, si tu veux, je vais te poser plein de questions et on va les prendre un par un. Enfin, un par un, pas tous, hein, parce que sinon on en a pour 2 jours, quoi. Mais d'abord, je voudrais que tu te présentes parce que moi je te connais, je connais ton travail puisque on s'est croisés peut-être à Libération il y a très longtemps. Donc on s'est croisés à Metz. Oui, de ça je me rappelle, à Metz qu'on s'était croisés. Ah, moi aussi, je me souviens très bien. C'était un grand moment pour moi. Ah oui. Ouais. Et en fait, tu as été journaliste à Libération, mais très rapidement, tu as quitté. Tu as quel âge, Fabrizio? 66 ans. 66 ans, et Ouais. tu as quitté Libé. Et quel a été ton parcours et comment on en arrive à écrire un bouquin comme ça? Si tu veux, moi j'ai quitté Libé quand Serge a décidé de rouvrir. Moi, j'étais pas du tout sur la même ligne que lui. J'estimais que c'était pas la peine d'avoir viré autant de monde pour recommencer à faire une école de journalistes et prendre des gens qui étaient peut-être un peu moins bien, qui étaient mieux, mais peut-être aussi moins bien. Donc, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. J'ai écrit un bouquin qui s'appelait Camarade P38 sur une bande de tueurs de journalistes en Italie. C'était des fils de journalistes qui tuaient des journalistes. Il se trouve que moi, je les ai tous connus. J'ai connu les victimes et j'ai connu les tueurs. On est en quelle année, là, Fabrizio, quand tu quittes? On est en 82-83. Ouais. Mais c'est l'année où moi j'y rentre. Donc on s'y est un peu. Ouais, on s'est croisés.
Et puis donc dans cette histoire, moi j'étais un peu comme Fabrice à Waterloo, mais comme tous les journalistes, c'est-à-dire quand tu es au milieu d'une bataille, tu vois rien, tu vois pas ce qui se passe. Donc après, j'ai rejoint le Matin de Paris très brièvement, et puis depuis, je vole de mes propres ailes en faisant des bouquins sur la mafia, les services secrets, la corruption. Enfin, oui, et tu fais des documentaires aussi. Et tu vis à Genève, je crois, ou à côté de Genève, non? Tu es entre Lausanne et Genève, oui. Et en ce moment, je suis confiné, mais à Marrakech. Ah là, tu es à Marrakech. Là, je suis à Marrakech parce que mon épouse a 2 boutiques à Marrakech. Ça fait 4 mois qu'on est confiné à Marrakech. Voilà. Il y a pire comme lieu de confinement que… Donc, si tu veux… Tu es de nationalité, tu es français, toi, ou italien? Franco-suisse, parce que j'ai passé toute mon enfance en Suisse. Donc, si tu veux, moi, j'ai volé de mes propres ailes en travaillant. En travaillant, ça fait 20 ans que je travaille sur les États-Unis. Et donc, j'ai accumulé énormément de contacts. J'avais fait un bouquin sur l'OSS, les services secrets américains en France pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui m'a ouvert énormément de portes parce qu'ils étaient encore tous en vie. On était en 86-87. Et puis, après, j'ai commencé à bosser sur la mafia, donc je me suis fait des contacts. J'ai fait une série sur le FBI de 5 fois 1 heure. Passé sur Arte. Et un bouquin sur la 5. C'était sur la 5. Ah oui, pour la 5. Et un bouquin sur le FBI qu'avec des agents et leurs directeurs. Donc, si tu veux, j'avais un carnet d'adresses. J'ai un carnet d'adresses pour le FBI impeccable. Par la suite, sur Arte, j'ai fait les routes de la terreur, donc qui était sur le 11 septembre. Donc là, rebelote mes côtés CIA. Donc voilà, j'avais envie d'écrire sur Trump et la mafia, mais c'était un sujet tellement vaste, tellement compliqué. Puis on a beaucoup écrit dessus. Je veux dire, aux États-Unis, énormément de trucs. Mais sous cet angle-là, il y a eu des articles, d'ailleurs tu les cites savamment, mais c'est la première fois que je vois un tel, comment dire, je suis pas un spécialiste de Trump non plus, mais une telle synthèse, un tel concentré, et à la fin, il y a quand même une révélation. Enfin, moi, j'avais jamais su que on peut la dire puisque c'est dans le bouquin. Ah, tu vas spoiler. Vas-y, mais dis-le. Non, mais à la fin, d'ailleurs, alors, on va reprendre si tu veux, mais c'est vrai que le bouquin, chapitre après chapitre, on se dit, quand même, les Russes, évidemment, Cosa Nostra, enfin, la manière dont Trump a gagné sa vie sur le bâtiment, toutes ces tours qu'il construit à New York, Atlantic City, un peu partout. Et puis bon, on arrive au bout du truc et là, tu nous racontes qu'il est agent du Mossad. En 3 pages à la fin. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire, si tu veux, je voulais donner à la fin une espèce de dimension géopolitique, c'est-à-dire c'est pas que Trump et la mafia. Si c'était que Trump et la mafia italienne, on n'en parlerait plus. Je veux dire, ça serait plié. C'est Trump et la mafia russe. La mafia russe, ce sont les services secrets russes. Donc ça veut dire que Trump a blanchi l'argent d'une certaine manière des services secrets russes. Et il y a des dirigeants de la CIA et du FBI qui se sont demandé si Trump n'était pas ce qu'on appelle en termes de renseignement un asset, c'est-à-dire un bien, une prise de guerre, une possession. Et le dernier chapitre, c'était précisément ça, c'était pour indiquer que brusquement, on bascule ailleurs. Et c'est vrai que j'ai voulu raconter ça un peu comme un polar, parce que j'aurais pu faire une analyse politique, mais c'est vrai que si tu analyses politiquement Trump aujourd'hui, sa politique étrangère, elle ne sert qu'une seule puissance, c'est la Russie. Elle sert uniquement Poutine. Il est même arrivé à faire rentrer les Russes en Amérique latine, ce qui n'était pas le cas depuis des années, au Venezuela, mais si tu regardes le Brexit, l'éclatement de l'Europe, l'éclatement de l'OTAN, le retrait des troupes américaines d'Allemagne, retrait annoncé, c'est quand même quelque chose d'historique. Tout le monde a l'air de s'en foutre, mais c'est un truc historique. Tu pourrais multiplier les exemples. Tout ce qu'il fait favorise les Russes. Tiens, le dernier. On s'est aperçu, les services secrets américains se sont aperçus que les Russes filaient des primes aux Afghans
chaque fois qu'il y avait un soldat américain tué en Afghanistan, Trump l'a su. Il a reçu un rapport dès le mois de février en disant, dites donc, Poutine, il est en train de payer les talibans pour dézinguer les soldats américains. Il n'a rien fait. Alors non seulement il n'a rien fait, mais en plus il dit c'est faux. Donc chaque fois que tu le vois, il y a une conférence de presse fameuse avec Poutine où il dit voilà, moi je voulais savoir si Poutine s'est mêlé des élections. Bon, je fais un peu confiance à mes services, mais j'ai plus confiance dans Poutine, donc je vais lui demander directement. Donc tout ce qu'il fait favorise Poutine. Donc il y a un moment, c'est vrai que tu commences à te poser de sérieuses questions, et donc ce n'est pas que la mafia, c'est pas qu'une histoire de mafia. Là, il y a même un moment où tu écris que je crois que Trump veut offrir un penthouse à Poutine, ou ça s'est fait ou pas? Parce que tu glisses un non, je me suis dit tiens. Non, ça s'est pas fait. C'était dans le cadre de la tour Trump à Moscou. Il voulait, ça fait 20 ans qu'il veut construire une tour Trump à Moscou. Il a essayé, je raconte dans le bouquin, plusieurs fois et tout. Et puis la dernière, il a affaire à un agent secret qui lui va voir Poutine et lui promet un penthouse au sommet de la tour s'il obtient l'autorisation. Sauf qu'on est en 2016. 2016, Trump se présente. Donc là, du coup, c'est plus possible. Et puis, il y a l'affaire de l'Ukraine et c'est vraiment plus possible. Mais dans sa tête, à mon avis, Trump n'a toujours pas renoncé à l'idée de construire une tour à Moscou. Ça, c'est non, mais ça, on le comprend en lisant. Donc, écoute, on va cheminer ensemble dans ton livre. Je vais évidemment pas te poser les 45 questions que je me suis notées, mais il y a des choses comme ça. Je voudrais lire des passages et je voudrais que tu les commentes et que tu déjà tout au début. Est-ce que tu peux raconter brièvement d'où il vient, Trump? Qui étaient ses grands-parents, ses parents? Parce que ça, je veux dire, la culture mafieuse, il est né avec, quoi. Enfin, il est né dans une famille qui a l'habitude de traiter avec la mafia. Son grand-père, c'est un immigrant allemand qui a changé son nom en Trump. Il débarque au moment de la ruée vers l'or. Sauf que lui, intelligemment, il ne va pas aller chercher les pépites d'or dans les rivières, il va les chercher auprès des chercheurs d'or. Donc, il ouvre des bars et des bordels qui sont réputés pour ce qu'ils appelaient leurs femmes sportives. Et c'est comme ça qu'il commence sa fortune, le grand-père. Et puis, il meurt. Donc, il laisse le père et son fils et sa femme avec un petit peu d'argent, mais pas vraiment une grosse fortune. Et le père Trump, donc le père de Donald, lui commence à tâtonner. Dans les années 30, il invente un peu le principe d'une supérette. Et puis finalement, il a une idée de génie qui consiste à construire au moment de la guerre, à la veille de la guerre, des bâtiments pour les Marines qui vont embarquer. Donc il construit des HLM, si tu veux. C'est comme ça qu'il a commencé. Et il le construit avec l'argent du gouvernement. Il se fait financer par le gouvernement. Et puis à un moment, comme ça ne suffit plus, eh bien, il va s'associer à des mafieux et il va s'associer au bras droit de Lucky Luciano, le fameux Lucky Luciano. Et là, il va commencer à construire son empire jusque dans les années 70, je dirais à peu près. Et le fils prend le relais à ce moment-là, au moment où il y a l'explosion à Manhattan, où Trump n'était pas encore. Alors, en te lisant, on a vraiment le sentiment que les États-Unis sont une fédération, un pays où la corruption est complètement généralisée, quoi. Même et surtout le FBI, la CIA, enfin tout le monde a l'air d'en croquer. Et comment dire, Trump apparaît comme la monstruosité de ce système. Contre qui les journalistes, les enquêteurs, les attorney qui essaient n'y arrivent pas. Donc, tu as une sorte de monstre comme ça qui s'est développé et qui aujourd'hui à la face du monde et nous renvoie l'image d'un pays complètement corrompu. Je me trompe ou... Non, pas du tout. Ça, pour moi, c'est la grande découverte, c'est l'ampleur de la corruption aux États-Unis. C'est quelque chose qui est juste incroyable. Je te prends un exemple. Dans les années 80, il y avait, moi je l'ai connu, à Manhattan, un chevalier blanc qui luttait contre la mafia, qui s'appelait Rudolph Giuliani.
il aurait pu signer l'appel, ton fameux appel des juges. Il faisait partie de ces juges emblématiques, des juges vraiment qui luttent contre la mafia. Et il a démantelé la fameuse commission, le gouvernement, et il s'est attaqué aux associés de Trump, y compris Fat Tony Salerno, le chef de la famille Genovese, que Trump avait rencontré et qui travaillait avec Trump. Mais il s'est arrêté à Fat Tony Salerno. Il n'a pas poursuivi Trump. Et tout le monde s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté là? Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté en bon chemin? Il avait fait plus de la moitié du boulot. Il ne restait plus qu'à boucler Trump. Et on s'est aperçu ensuite qu'il avait il a fait bloquer une enquête sur Trump qui aurait pu faire plonger Trump. Et en échange de quoi, Trump lui a financé sa campagne électorale quand il s'est présenté 6 mois plus tard comme maire. Donc, le nœud, c'est vraiment l'argent. Donc, si tu prends quelqu'un c'était vraiment l'Eliot Ness à l'époque, il était réputé incorruptible, Giuliani, mais il avait besoin d'argent pour sa campagne électorale, et ben donc du coup, il a fait appel à Trump. Et ça se reproduit, mais à tous les échelons de cette histoire, on assiste à cette espèce de filet de protection que Trump installe autour de lui grâce à son argent. Ses enfants ont failli plonger aussi. Et ils avaient un avocat en face à eux, un procureur qui était assez teigneux, qui avait la réputation d'être teigneux, qui était Cyrus Vance Jr., qui était le procureur de DSK précisément. Eux, ce qu'ils avaient fait, ils avaient vendu des appartements de la tour Trump Soho qui étaient invendables parce que c'était un espèce d'appart-hôtel. Tu achetais des chambres, mais tu pouvais pas rester plus de 180 jours dedans. Bref, c'était invendable. Mais ils sont arrivés à le vendre en disant, de toute manière, ça s'arrache comme des petits pains, c'est à 90% rempli. Et les malheureux qui ont plongé là-dedans, ils se sont aperçus qu'en fait, non, la tour, elle était déserte. Donc, ils ont porté plainte contre les fils, contre les enfants Trump, d'accord ? Et puis, l'affaire traînait en justice et tout. Et Trump a fait intervenir son avocat. Son avocat a fait un truc très malin. Cyrus Vance, c'est un procureur élu, d'accord ? Donc, il a besoin d'argent. Donc, il a déposé $25,000 auprès de la campagne de Cyrus Vance et ensuite, il a demandé rendez-vous à Cyrus Vance. Cyrus Vance l'a reçu et il lui a dit, écoutez, moi, je veux bien vous recevoir, mais vos $25,000, je suis obligé de vous les rendre parce que sinon, il y a un conflit d'intérêts. Il a écouté ce que l'avocat de Trump avait à dire. 2 mois plus tard, il a classé l'affaire, donc apparemment, tout va bien, sauf qu'on s'est aperçu que 4 mois plus tard, le Cyrus Vance en question, pour sa campagne électorale, il a touché $50,000 de la part de Trump. Donc, si tu veux, c'est un jeu de bonneteau auquel tu assistes. Moi, tu assistes atterré. La difficulté que j'avais dans ce bouquin, c'est qu'il y avait trop d'histoires, donc il fallait que je choisisse. Mais chaque fois que je soulevais un caillou, il y avait une fourmilière avec un scorpion au milieu. Donc, c'est ce qui est extraordinaire dans ce livre. Alors, le livre démarre par la scène de l'escalator, quand il se déclare avec Melania. À la Trump Tower, d'ailleurs, des Trump Tower, j'ai découvert avec toi qu'il en avait beaucoup. Il en a à Atlantic City, il en a à Chicago. Enfin, il veut en fabriquer un peu partout dans le monde. Et c'est un peu sa marque de fabrique. Et chaque fois, derrière ces tours et ces constructions, il y a la mafia des syndicats, au début Cosa Nostra, après la mafia russe, etc. Et lui est hyper endetté et il s'en sort toujours. Tu as l'impression qu'il a jamais payé d'impôts, cet homme. Ou presque. Des tours Trump, il y en a des dizaines aux États-Unis, mais il y en a dans le monde entier. Tu en as à Panama, il y en a à Istanbul, il y en a en Ouzbékistan, il y en a aux Philippines, il y en a un petit peu partout. Et tu t'aperçois qu'à chaque fois, ces tours ont été faites avec soit des mafieux, soit des trafiquants de drogue, soit des gens liés au service secret russe, comme par exemple à Toronto. Donc, il y a eu un moment où il a eu une idée de génie. C'est-à-dire, au début, c'est lui qui construisait le corps. Donc, ça veut dire que tu fais tout. Il faut que tu trouves l'architecte,
les fournisseurs, les machins, tu dessines et puis après tu vends. Donc tu te fais pas mal d'argent. Mais sauf qu'il était endetté jusqu'au cou à un moment. Et il a eu l'idée géniale qui est de franchiser son nom. Donc il a été voir des gens en Floride, il y avait des tours à construire, il leur a dit ben, vous allez les construire et puis moi je vais mettre mon nom. En échange, vous me donnez 30% et moi, je vous laisse tout le reste. Donc, les mecs, ils disent OK, ils pensaient faire une bonne affaire, sauf que le marché de l'immobilier s'est effondré. Ils se sont retrouvés avec des tours qui étaient pratiquement invendables et ils étaient obligés de verser 30% à Trump. Alors, à ce propos, il y a quelque chose quand même qui est assez étonnant. Là, je fais un bond vers la fin du livre, c'est que quand on s'interroge sur le montant de la fortune de Trump, dans l'affaire Deutsche Bank, on en parlera tout à l'heure, mais on oscille encore aujourd'hui, si je te lis bien, mais si je me trompe, tu me le dis, entre 750 millions de dollars et 3 ou 4 milliards. En fait, on ne sait pas quel est le montant de la fortune de Trump. Enfin, elle est dure à évaluer. Si aujourd'hui on te dit, Fabricio, on fait la photo aujourd'hui en fin juin 2020, enfin juillet 2020 de la fortune de Trump, elle est estimée à combien selon toi? Impossible à dire. C'est impossible parce que lui, dans sa fortune, il met son nom, il met la marque. Il dit la marque, ça vaut 1 milliard. Mais tu sais pas ce que ça vaut. Alors c'est vrai qu'il franchise de la viande, des vêtements, des cigarettes, enfin tout ce qui peut être franchisé, il le franchise. Mais tu sais pas ce que ça vaut. Alors lui a toujours dit ça vaut entre 2 et 3 milliards. Et puis il y a un journaliste du New York Times qui a fait un bouquin en disant non, pas du tout. Ça vaut même pas 700 millions. Mais c'est très important. C'est pas une querelle d'ego qui est la plus grosse ou pas la plus grosse. C'est pas du tout ça. C'est la capacité qu'il a d'emprunter. Si tu as 3 milliards, eh ben, tu as une force de frappe largement supérieure que si tu as 700 millions. Donc, c'est là-dessus que ça va jouer. Mais si ça se trouve, il est même complètement ruiné et il est totalement entre les mains des banques. C'est plutôt ça la vérité. Et en tout cas, c'est ce que montre l'affaire Deutsche Bank. Ça, c'est clair. Il y a un moment où je me suis dit, en te lisant, qu'il est peut-être devenu président des États-Unis parce qu'il a voulu échapper à la prison et aux enquêtes et que c'était la meilleure plan qu'il pouvait trouver. Parce qu'en termes d'argent, est-ce qu'il continue à faire du business en étant président des États-Unis? Sûrement, mais comment? Lui, officiellement, il peut pas. Il a son organisation qui continue, mais lui, officiellement, il peut pas. Et je pense que ça lui coûte plus cher que ça ne lui rapporte. Est-ce que c'est pour échapper à la prison? Je ne pense pas. C'est pas comme Berlusconi. On n'est pas dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'en gros, Trump, il y a un de ses potes qui l'avait bien défini. Il disait Trump, faire des dollars pour faire des dollars, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est le petit frisson, c'est le goût du danger, c'est la sensation de voler quelque chose, c'est franchir la ligne continue. Et il est probable que le fait d'arriver à la Maison Blanche, tout en ayant fait ce qu'il a fait, parce que lui, il sait ce qu'il a fait, d'accord? Et moi, ce que je raconte, c'est même pas le 10e de ce qu'il a fait et de ce qu'il sait. Il est probable que ce frisson, il l'a. Et il est probable qu'il a ce frisson chaque fois qu'il rencontre Poutine ou chaque fois qu'il téléphone à Poutine. Parce que il faut dire que ça fait très longtemps qu'on le poussait à devenir président. Il s'est même présenté en 2000 et quelques, mais au nom d'un parti qui a volé en éclats. Et puis derrière lui, il y avait un type qui est en prison maintenant, qui se définit lui-même comme un agent provocateur, qui est Roger Stone, quelqu'un de terriblement sulfureux, un anarchiste d'extrême droite, un homme de Roy Cohn, son premier avocat, il faudra qu'on parle de lui, qui le poussait tout le temps, qui lui disait il faut absolument que tu te présentes, il faut que tu te présentes. Et il y a eu une machine, il y a eu un lobby qui s'est mis derrière lui, mais il est même possible qu'il ait pensé à un moment que le fait de se présenter lui permettrait de construire la tour Trump de Moscou. Il y avait peut-être ça derrière ça, parce que ce qu'on a de tous les témoignages qu'on a, c'est qu'il ne s'attendait pas à être élu. Il ne pensait pas être élu. Et pour lui, le fait de se présenter
face à Hillary Clinton, de mettre en danger Hillary Clinton, ça suffisait à revitaliser la marque, à donner plus de valeur à son nom et à faire qu'il puisse enfin faire cette foutu tour Trump de Moscou, que même pendant la campagne électorale, eh bien, les négociations des gens de Poutine, 2015-2016, en 2016, les négociations pour la tour ont continué jusqu'en octobre 2016, c'est-à-dire qu'alors qu'il était déjà candidat. Donc, il ne pensait sans doute pas arriver à la Maison-Blanche. Je rebondis à ce que tu dis, parce que tu dis qu'il ne pensait pas être élu, et on voit que c'est là où je reviens sur le FBI. Page 231, il y a une note de bas de page où tu dis la fièvre monte au FBI. Le quotidien britannique The Guardian parle de l'antipathie profonde à l'égard d'Hillary Clinton qui existe au sein du FBI, provoquant une série de fuites d'informations. Les responsables actuels et les anciens du FBI décrivent un climat interne chaotique. Un agent du FBI reconnaît, le FBI, c'est Trump-Plandia, et Hillary Clinton, l'antéchrist personnifié pour une grande partie du personnel. Juste avant, tu as raconté comment aussi au FBI, il y a une bande une douzaine d'agents qui ont essayé de dessouder Obama, et là, on se dit, le coup a réussi, quoi, que c'est aussi de là, c'est vrai qu'il y a eu des fuites. Tu parles un petit peu au début d'Assange et de Wikileaks, et ça a largement contribué à l'élection de Trump. Donc, on voit bien que derrière tout ça, enfin, tu vas pas au bout parce que sans doute t'as pas suffisamment enquêté, mais on subodore qu'il y a des grosses manips et qu'on est face à un montage. Je me trompe ou? Sur Assange, moi, j'avais pas de quoi aller plus loin, mais si tu veux, quand on s'aperçoit que Roger Stone, l'envoyé spécial de Donald Trump, reprend contact avec Assange pour lui dire maintenant il faut publier des trucs sur Hillary Clinton, que Clinton en plein meeting dit Wikileaks, moi j'adore, donnez-moi des documents, et il reste 20 000 mails, il faut que vous les sortiez, et que les Russes les sortent 3 heures plus tard. Donc si tu veux, il y a pas besoin d'enquêter très très loin pour s'apercevoir que dans les il y a des jeux. Mais le lobby pro-Trump au FBI et anti-Hillary, enfin, il existe. Bien sûr, à l'intérieur du FBI, il y a une haine contre les Clinton. Une haine qui a commencé avec le directeur Louis Freeh, le directeur du FBI jusqu'en l'an 2000 à peu près. Début 2000, il était encore directeur. Et Freeh, pour une raison que j'ignore, détestait Clinton et n'avait qu'un souci, c'était de le mettre en prison, de le faire tomber, de l'impeach. Pour te dire, au plus fort de l'affaire Lewinsky, il envoie des agents à la Maison-Blanche alors qu'il y a un dîner protocolaire pour prendre l'ADN de Bill Clinton, en plein dîner protocolaire. Donc t'imagines un peu ce que ça peut faire, on interrompt le président va dans une pièce à côté, et puis il y a les agents du FBI avec leur tige à coton en train de prendre l'ADN. Donc c'est vraiment une haine profonde. Et cette haine profonde est relayée par des agents du FBI, dont un qu'on a rencontré, qui s'appelle James Kallstrom, qui était l'ancien directeur du bureau de New York, un ancien de la lutte anti-mafia, précisément, et antiterroriste, qui est très très proche de Louis Freeh et qui partage cette haine. Et c'est lui qui va organiser à l'intérieur du FBI des réseaux pro-Trump et anti-Clinton très très puissants qui vont finir par faire basculer le directeur de leur côté. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu véritablement d'enquête interne au FBI pour faire tomber ces manipulateurs, ces agents manipulateurs. Non, mais on sait exactement ce qui s'est passé. Si tu veux, tout s'est joué sur Hillary Clinton, sur ses mails. Tu sais qu'elle s'était servie d'un serveur non sécurisé pour ses mails. Et donc, les agents ont poussé et le directeur du FBI a été même obligé de faire une conférence de presse en disant « Mais moi, j'ai rien contre Hillary, je ne peux pas ouvrir une enquête. » Les agents, il y a eu une telle révolte des agents à l'intérieur du bureau de New York que quand on a trouvé d'autres emails en octobre 2016, peu avant les élections,
James Comey, cette fois, le directeur, a dit, OK, j'ouvre une enquête. Il y a une enquête qui est ouverte contre Hillary, et c'est sans doute ce qui a valu la victoire à Trump. Ben oui, je sais. Et d'ailleurs, quand tout à l'heure je te parlais de corruption, c'est qu'on se dit que Trump, il a joué, on va y venir à la fois beaucoup avec la mafia, pratiquement en permanence, avec Cosa Nostra puis avec la mafia russe, mais en même temps, tu racontes plein d'histoires où on se dit qu'il a servi d'informateur aussi au FBI et qu'il a joué à l'agent double, l'agent triple, voire l'agent quadruple, quoi. C'est ce qui est fascinant, parce qu'on n'a pas toutes les clés, mais à te lire, on voit bien que le mec, il est quand même, il est vraiment malin, quoi. Il a un instinct pour naviguer tout ça et passer entre les gouttes. C'est assez fascinant, quoi. C'est une histoire unique dans les annales, en tout cas. Ah oui. On peut pas trouver mieux. Si tu veux, lui, il commence dans l'immobilier à New York. Dans les années 70-80, tu es obligé de dealer avec la mafia. Tu ne peux pas faire autrement. Tu veux construire New York, par exemple, les chantiers, tu peux rien entreposer sur un chantier à New York à cause de la place. Donc, il faut que les camions arrivent et décharge la marchandise prête à être employée en temps voulu. D'autant que lui se sert d'un procédé révolutionnaire pour sa tour Trump, qui est du béton préassemblé, qui est assemblé ailleurs et qui va être amené dans des tonneaux, dans des camions, tu sais, avec les tonneaux qui tournent. Et dès que les camions arrivent, le béton est coulé sous forme de poutres. Et c'est plus des poutres métalliques, mais c'est des poutres en béton. Bien. Les camions, le trafic des camions, les camionneurs sont contrôlés par un syndicat très puissant qui sont les Teamsters, qui est le syndicat de la mafia, d'accord? Et Jimmy Hoffa, toutes les fois. Et Trump, lui, il va passer un deal avec ces syndicats-là, d'accord? Alors que les autres patrons faisaient un bloc, les Teamsters menaçaient de faire grève. Les autres patrons faisaient bloc face aux Teamsters. Lui, il a cassé ce bloc et il a été négocié directement avec les mecs de la mafia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé les Teamsters. Donc, il y avait des gens des Teamsters qui étaient partout sur ces chantiers, même s'ils étaient là à rien foutre. Il y en a un, par exemple, son seul boulot, c'était de dire « coulez le béton, allez, plus de béton ». Il y a un mec, c'était uniquement son boulot, d'accord? Et le chef des Teamsters pour la tour Trump, en échange, a reçu 3 appartements. Il a eu droit à 3 appartements gratos, tout au sommet de la tour, avec piscine à l'intérieur, ce qui était un truc très, très rare à l'époque. Bon, c'est donc problème pour sa femme, non? Il y a une femme qui a raté canon, qui a 35 ans. Oui. Verena Nixon, qui était sa copine, qui vit toujours, que j'ai retrouvée, et puis qui a pas voulu me parler. Elle est en Suisse, dans une station de ski de la Jet Set, et elle n'a pas voulu me parler. Mais si tu veux, il y avait ça d'accord. Et puis, le problème, c'est que les choses ont commencé à basculer. Et puis, Trump a commencé à avoir un peu peur des mafieux, d'accord? Il s'est dit, voilà, par exemple, le type de la tour, qui s'appelait John Cody, il en avait son fils qui a témoigné, dit que Trump en avait physiquement peur. D'accord, il voulait pas avoir affaire avec lui, donc il a embauché un mafieux pour lui servir d'intermédiaire. D'accord, il se trouve que ce mafieux travaillait aussi pour le FBI, et donc oui, comment s'appelle-t-il déjà? Daniel Sullivan, qui est mort là 90-92. Il se trouve que Trump apprend que Dan Sullivan travaille pour le FBI, et là il a une idée de génie. On est en 80, début des années 80. Il veut construire des casinos. Il veut faire de l'argent dans les casinos. Il va d'abord à Las Vegas, mais Las Vegas, c'est plein, c'est la mafia. Atlantic City vient de voter une nouvelle loi pour l'exploitation des casinos. Eh bien, lui, ce qu'il va faire, le problème d'Atlantic City, c'est que Atlantic City, c'est totalement contrôlé par la mafia. C'est la mafia new-yorkaise et c'est la mafia de Philadelphie. Et la mafia de Philadelphie, c'est une des pires, dirigée par un mec qui s'appelle Nico Scarfo, qui est complètement fou. C'est un fou furieux. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une galerie de portraits chez tes mafieux. Ils ont tous des surnoms incroyables, quoi. Et
T'es dans un film de Scorsese. Ah oui, non, mais du début à la fin, quoi. Et Ron Fino, qui était mon informateur, me dit, mais moi, les mecs des films de Scorsese, je les ai tous connus. Ouais. Les mecs des Affranchis, je les ai connus. Les mecs de Casino, je les ai connus. Il a connu le mec qui a servi de modèle au Soprano. C'était eux. Et moi, je lui ai dit à Ron, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu en penses des Sopranos? Parce que toi, tu as vu le modèle. Et lui, il me dit, écoute, moi, je les voyais toute la journée. C'était pas pour les revoir à la télévision quand je rentrais chez moi le soir. Ah moi, ouais, c'est ma série préférée. Je sais pas si toi... Moi, j'adore les Sopranos, quoi. Ah, les Sopranos, c'est un chef-d'œuvre. C'est indépassable. Et le mec, Johnny Riggi, qui a servi de modèle de la famille Soprano. Ouais, de la famille Cavalcanti, eh bien, il était comme ça. C'est-à-dire, moi, je l'ai décrit à Ron Fido, eh bien, il était comme ça. Et tu es au cœur, effectivement, tu t'aperçois que Scorsese, en fait, il raconte, il n'a fait que retranscrire ce que les mecs lui racontent, quoi. Que les mecs lui racontaient. Et les Affranchis, eh ben, Ron Fino, il les a tous connus, les mecs des Affranchis. Pareil pour Casino. Casino, le directeur, le bon mec, le bon dans Casino, le gentil, qui s'appelait Dennis Gomez. En fait, Dennis Gomez, il se retrouve à Atlantic City, dirigeant un des casinos de Trump. Il s'aperçoit de la corruption et tout, et il va tout balancer à Ron Fino. Donc, c'était un de ses informateurs. Donc, moi, quand il me fait ça, j'avais l'impression d'être au milieu d'un Scorsese. Ça, c'est clair. J'aimerais que tu comme ça, mais pas la peine de, enfin, que tu me fasses on fasse des petits portraits comme ça de personnages dont je te donne le nom et tu me développes les liens avec Trump, mais pas. Tu vois, là, moi, j'avais noté John Gotti, dit Don Teflon. Gotti, c'est un personnage truculent qu'on connaît. C'était quoi ses liens avec Trump? John Gotti, c'est le chef de la famille Gamir. Il n'y avait pas de lien direct. À ma connaissance, il y a eu de lien direct entre Trump et la mafia qu'avec Fat Tony Salerno, le chef de la famille. Le gros Tony. En revanche, son numéro 2, qui était Sammy the Bull Gravano, qui s'occupait de tous les syndicalistes, lui, il était en contact avec tous les syndicalistes de Trump. Et il l'a raconté. Et il le dit même à un moment, lors d'une interview télé, que j'ai rebalancé sur Facebook, il dit « Moi, quand je vois Manhattan aujourd'hui, je pense à Trump et je me dis que sans moi, il n'aurait pas pu construire tous ces buildings. Il s'est fait beaucoup d'argent et moi aussi, je me suis fait beaucoup d'argent. » Donc, de contact direct, peut-être qu'il y a eu des contacts entre Gotti et Trump, mais on ne le sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que Gravano, donc son tueur de prédilection, Sammy the Bull Gravano, lui travaillait avec tous les syndicalistes qui étaient sur les chantiers de Trump, et Gravano, même par bravade, a déclaré de toute manière, dès qu'on avait besoin de parler à Trump, il suffisait de s'adresser aux syndicalistes et on avait un rendez-vous dans l'heure. Alors, est-ce qu'il a parlé, est-ce qu'il n'a pas parlé? À l'époque, Gravano, moi je l'avais fait approcher et tout, mais il voulait beaucoup d'argent pour raconter, et puis moi j'avais pas les moyens. Et puis, ce qui m'intéressait surtout, c'est de brosser ce portrait, quoi. C'est un portrait extraordinaire. Je crois me souvenir que Paul Manafort, tu vois, il a participé à la campagne de Trump. C'était son directeur de campagne. Paul Manafort, c'est assez passionnant, c'est un lobbyiste, un des lobbyistes les plus puissants de Washington, un proche de Roy Cohn aussi à l'époque, bien sûr. Sa spécialité, c'était tous les dictateurs de la planète. Dès qu'il y avait un dictateur, il y allait. En Angola, au Chili, n'importe où, il représentait ce dictateur aux États-Unis et auprès du Congrès. La seule exception qu'on connaisse, le seul homme d'État qui a eu affaire à lui, directement ou indirectement, en tout cas dans l'équipe, a eu affaire, c'est un Français, c'est Édouard Balladur, puisque Manafort, Manafort est impliqué dans l'histoire des corvettes, dans les pots de vin de Taïwan. Il y a toute une histoire, bien sûr, sur Karachi, oui, bien sûr. Je n'avais pas relevé ça. Si, il y a toute une histoire avec Manafort
En gros, il a blanchi un pot de vin qui était… c'était pas Karachi, c'était Sawari, c'était sur oui, c'est autre chose. C'est les corvettes. Les corvettes. Mais il me semble que c'était lié à Karachi. Dans ma tête, c'était lié à Karachi, ne serait-ce que par l'investigation. Et il a servi à blanchir de l'argent qui passait par un Saoudien. Donc, si tu veux, et lui, on le retrouve au cœur de tout ça. Et c'est un type, en même temps, il est lobbyiste des dictateurs, mais c'est un responsable républicain et il connaît par cœur le fonctionnement du Parti républicain et surtout les conventions de nomination républicaine n'ont aucun secret pour lui et c'est lui qui va faire que Trump emporte l'investiture à la convention républicaine en menaçant même à un moment de donner les numéros de chambre de tous les délégués qui ne voteraient pas Trump. Donc, si tu veux, c'est quelqu'un d'assez impitoyable et Mueller l'a fait tomber. Il était en prison. Je crois qu'il a été libéré de crainte du Covid ou un truc comme ça, il me semble. Hein. Mais il y en a un autre qui apparaît, c'est Michael Cohen, qui est l'avocat véreux, là, c'est le procureur qui le fait tomber, là, Robert Mueller. Oui, c'est Mueller qui le fait tomber, bien sûr. Mais Cohen, c'est, par contre, c'est le seul de tous ceux qui ont été arrêtés qui ont accepté de collaborer avec la justice. Avec la justice. Au point que Trump le traite de rat, il dit c'est un rat. Et un rat, c'est une balance, en termes mafieux, c'est ce qu'il y a de plus méprisant. C'est même pas une balance, je sais pas comment on pourrait traduire en français. Une merde humaine, un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, un rat, c'est vraiment, mais to rat, c'est balancé en fait, mais c'est vraiment terriblement péjoratif. Et Trump, président des États-Unis, le traite de rat, et il ajoute, ce qu'il a fait devrait être interdit par la loi. Donc, personne ne relève. C'est-à-dire, on a le président des États-Unis qui dit c'est une balance et la loi devrait interdire aux gens de balancer. Donc, ce qui est quand même un comble. Mickey Cohen, c'est un gamin de Brighton Beach, de Brooklyn. Brighton Beach, c'est le quartier où il y a toute la mafia russe et c'est un ami d'enfance d'un mec qui s'appelle Felix Sater, qui va jouer un rôle essentiel dans le développement de Trump avec la mafia russe et avec les services secrets. Alors, il y a un personnage sans qui Trump ne serait pas Trump, c'est évidemment Roy Cohn, le vieil avocat, et je te cite, par le biais d'une stratégie en 3 étapes, Roy Cohn enseigne les principes de son amoralité au futur 45e président des États-Unis. Petit 1, ne jamais négocier, ne jamais se rendre. Petit 2, contre-attaquer, répondre immédiatement aux poursuites par d'autres poursuites. Et petit 3, peu importe ce qui se passe, peu importe la profondeur de la boue dans laquelle vous êtes, toujours proclamer la victoire et ne jamais admettre la défaite. Il n'y a rien qui peut mieux le décrire que ça, quoi. Alors, Roy Cohn, Trump lui doit tout. C'est un des personnages les plus maléfiques de la vie politique américaine. Je ne sais pas si tu as vu cette série sur le sida qui s'appelait Angels in America avec Al Pacino, et Al Pacino joue le rôle de Roy Cohn. Roy Cohn, c'était le bras droit de McCarthy et donc à ce titre-là, il a fait des dégâts mais incommensurables. Il est mort, Roy Cohn, là, ou il est toujours vivant? Oui, il est mort en 86 du sida. Oui. Abandonné par Trump. Dès que Trump a su qu'il avait le sida, et tu parles, il s'est carapaté vite fait et il n'a plus voulu en entendre parler. Mais c'est lui qui fait sa fortune, c'est lui qui lui, pendant 12 ans, il va l'accompagner tous les jours. Si tu veux, Roy Cohn, après McCarthy, mais il faut savoir, Roy Cohn, c'est lui qui envoie Ethel Rosenberg sur la chaise électrique. Le juge hésitait. Il a téléphoné à Roy Cohn depuis une cabine publique pour pas se faire gauler et lui a dit qu'est-ce que je fais, et Roy Cohn lui a dit mais elle est pire que son mari, il faut qu'elle frie, elle doit frire sur la chaise électrique. Et donc pour te donner le bonhomme, et c'était en gros on avait surnommé McCarthy et Roy Cohn, on les avait surnommés Bonnie and Clyde parce qu'on leur prêtait une relation homosexuelle et lui était homosexuel. Ça, il était pote avec Hoover aussi.
Roy Cohn. Il était très très pote avec Hoover, mais si tu veux, c'était un homosexuel honteux, rentré. Le soir, il était avec ses mignons dans les boîtes de nuit new-yorkaises, mais le jour, il traquait les homosexuels dans l'administration américaine. Et ça a été, dans les années 60, un des hommes les plus quand il a quitté McCarthy est mort dans un asile de fous, après s'en être pris à l'armée, mais quand il a quitté McCarthy, il s'est installé à New York comme avocat, il s'est devenu l'avocat le plus puissant de la ville. C'était l'avocat de Spellman, de toutes les grandes sociétés, de toutes les boîtes d'édition, et il disait lui-même, je dirige la première entreprise du pays, la Banque des Faveurs. Donc c'est comme ça. Et il était redoutable, c'est-à-dire tout le monde avait peur de lui. Et souvent, Donald Trump, quand il voulait intimider quelqu'un, il le convoquait dans son bureau, il lui montrait la photo de Roy Cohn et il lui disait « Est-ce que vous voulez avoir affaire à lui ?» Et souvent, les mecs, parce que c'est un type, si tu veux, il avait de tels réseaux et il était totalement amoral. Il n'avait aucune morale. Il a été accusé d'homicide, de détournement, de blanchiment. Il a été radié du barreau juste à la fin de sa vie en 86 et puis il est mort du sida. Et Donald Trump lui doit tout. En fait, les deux hommes se sont rencontrés en 73. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Ils se voyaient tout le temps, si tu veux. Et c'est Roy Cohn qui forme Donald Trump, qui lui ouvre son carnet d'adresses industriel, mafieux et politique. Et quand il meurt, Trump a des égards à son égard ou pas du tout? Rien. En fait, Roy Cohn donc, a le sida, ce qu'il dit, parce qu'à l'époque, c'était la maladie des homosexuels. Son secrétaire aussi a le sida. Il cherche une chambre. Donc, Trump lui donne une miteuse chambre d'hôtel dans un de ses hôtels, mais vraiment un truc plus que miteux. Et bien entendu, une espèce de placard ou je sais pas quoi. Et bien entendu, il lui envoie la facture, bien sûr, que l'autre a bien entendu pas payé. Et il s'est éloigné de ça. Et Roy Cohn disait, de toute manière, c'est normal. Alors, je sais pas comment est-ce qu'on peut traduire. Il disait, Donald, il pisse de la glace. Voilà. C'est-à-dire, c'est un animal de sang-froid qui n'a de sentiments pour personne. Écoute, ça, c'est pas dans ton bouquin, mais ça me fait penser à un truc sur lequel moi j'ai chuté un de mes romans qui s'appelle Les rapports humains sur cette histoire. Tu me parles de pisser de la glace. Quand même, Trump, il y a cette histoire de vidéo où le Golden Shower, là, il se fait pisser dessus par des putes, ou il pisse sur des putes. J'ai jamais compris le russe. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que cette vidéo existe? Est-ce que c'est une invention? Enfin, toi qui connais bien les dessous, là, parce que c'est vraiment une histoire très mystérieuse. Est-ce que tu peux en parler? Alors, l'histoire est la suivante. C'est un détective privé, un ancien du MI6, qui enquête sur Trump, qui s'appelle Christopher Steele, qui va à Moscou et qui monte un dossier qui prouverait, selon lui, il a eu des témoignages, il a rencontré des putes, des macros, des gens qui lui ont parlé, que la haine de Trump pour Obama, contre Obama, était telle que quand il a été à Moscou pour le concours de Miss Univers qu'il possédait, donc les dates correspondent, il s'est fait donner dans le plus grand hôtel de la ville la suite occupée par Obama et il a fait venir des putes en leur demandant de pisser sur le lit, faire un plan Euro en gros, ce qu'on appelle un plan Euro. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien. C'est vrai que les services soviétiques sont très friands de ce genre de choses et c'est vrai aussi que quelques mois avant, ça c'est un de mes amis journalistes qui l'a révélé, en Floride, Trump se rendait régulièrement dans des boîtes plus que de striptease où une des spécialités des stripteaseuses, c'était de faire des plans Euro. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Quand ça se passe, c'est-à-dire 2012-2013, les Russes n'ont pas besoin de compromettre Trump, ils le contrôlent déjà à travers le blanchiment d'argent, à travers les histoires de la Deutsche Bank et tout.
Donc ça, c'est un élément de plus, mais bon, ils n'en ont pas besoin. J'ai encore une question, ce que je me suis noté, c'est un personnage qui apparaît très peu dans ton livre, mais qui pour moi reste assez mystérieux, c'est Mélania, sa femme. On connaît les conditions de leur rencontre, qui sont assez sulfureuses, puisque Mélania lui aurait été présentée par un des amis de Trump, qui était Jeffrey Epstein, le milliardaire pédophile. Donc, si tu veux, les deux hommes étaient très proches à un moment, et puis ils se sont séparés. C'était l'époque où Trump était entre deux mariages, il était célibataire, il faisait la fête tout le temps, il faisait la fête des partout avec Jeffrey Epstein, au point que à un moment, Trump organise le concours de Miss Pom-Pom Girl USA, il demande à quelqu'un de lui organiser, il ne va pas le faire lui-même bien sûr, et le type fait venir des Pom-Pom Girls de toutes les États-Unis avec des jets privés, tout ça. Et il s'aperçoit en fait que la soirée, il y a toutes les Pom-Pom Girls et comme juré, il y a Trump et Jeffrey Epstein. Donc il va voir Trump en lui disant « mais c'est pas possible, vous pouvez pas être que tous les deux avec ces filles ». Et l'autre lui dit « laisse tomber, les portes se sont fermées » et voilà. Donc Mélania, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Honnêtement, c'est un mystère. Comme sa première femme, on sait que Ivana a été surveillée de très près par les services secrets tchèques et par les services secrets russes, donc par incidence, dès les années 73, c'est-à-dire au moment où elle commence à fréquenter Trump. Mais pour revenir à Mélania, j'ai le souvenir à 2 ou 3 moments depuis qu'il a été élu président, elle a montré des signes de rébellion avec des vêtements, avec des déclarations. On sent qu'elle est muselée, mais on sent qu'elle est un danger pour lui. Enfin, peut-être j'interprète mal, mais c'est peut-être le seul danger C'est un personnage énigmatique. Ouais. Je serais romancier, c'est vrai que c'est un personnage, là je reconnais bien là le romancier qui sommeille en toi, tu as l'impression, en gros, tu la regardes sur toutes les photos, tu as l'impression qu'elle fait la gueule, qu'elle s'emmerde, qu'elle n'a pas envie d'être là, elle met des vestes, elle dit je vous emmerde, écrit dans le dos. C'est vrai qu'il y a un mystère. Tu te dis qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle sait et quel dégâts est-ce qu'elle peut faire? Pour le moment, on n'en sait rien. Si je suis éditeur, je lui propose 500 millions de dollars pour ses mémoires, tu vois, quand ils seront sortis de cette galère, ce qui n'est pas sûr, mais je te poserai la question tout à la fin de ton pronostic avec Biden et tout ça. Mais avant, j'ai encore des petites questions à te poser. Alors, il y a un moment où tu dis, mais tu vas pas plus loin, parce que dans la typologie des mafieux, enfin, quand tu t'intéresses un peu à l'histoire de la mafia, Meyer Lansky, c'est quand même le parrain des parrains, quoi. Il n'y a pas plus, au firmament des parrains, il y a cet homme. Et tu dis à un moment donné que Trump est un homme de paille de Meyer Lansky. Comment et pourquoi tu dis ça? Alors, ça, c'est un des scoops du bouquin. À titre personnel, ça me fait assez plaisir d'avoir sorti. Tout le monde s'en fout un peu, mais c'est pas grave. En 1976, le FBI apprend que l'hôtel Fontainebleau de Miami est à vendre. Le Fontainebleau, c'est l'hôtel de la mafia, d'accord? Et derrière cette opération, il y a Meyer Lansky qui est le parrain des parrains, qui est, si tu veux, un des fondateurs de la mafia d'aujourd'hui avec Lucky Luciano. Si tu te souviens du parrain numéro 2, la scène à Cuba où un boss découple avec le gâteau et en disant maintenant on est plus puissant que General Electric, c'est Meyer Lansky. Meyer Lansky, c'est la prohibition, c'est la création de Las Vegas. Si tu as vu Boardwalk Empire, il est tout du long. Il y a lui et Lucky Luciano ensemble, c'est vraiment les deux compères. Il y a Meyer Lansky cherche un homme de paille pour reprendre le Fontainebleau. Et qui est-ce qu'il va trouver comme homme de paille? Il va trouver Donald Trump à travers son avocat, à travers Roy Cohn. Le FBI l'apprend. Il y a un agent du FBI qui s'appelle Myron Fuller que j'ai interviewé, qui va voir Donald Trump. Mais à l'époque, Donald Trump, c'était rien. Il n'avait aucune affaire. Il me raconte qu'il a été le voir avec ses bureaux, c'était des préfabriqués au fond du Queens. Il avait plu, donc il avait jeté des planches sur la terre
faut pas qu'on se salisse. Et ce qui l'a stupéfié, c'est la réaction de Trump. C'est-à-dire, il lui a dit, écoutez, monsieur, mais il paraît que vous allez être l'homme de paille de Meyer Lansky. Et Trump, dans le cadre de l'achat de l'hôtel Fontainebleau. Et Trump lui a dit, ouais, on m'a proposé cette histoire, c'est vrai. J'ai regardé ça d'un œil attentif et finalement, ça m'intéressait pas et je l'ai pas fait. Et il me dit, mais Myron Fuller, il me dit, ça va être dans le film que j'ai fait là, qui doit sortir sur France 5 en septembre. Il dit, mais moi, si je suis pas en affaire avec la mafia et que vous venez me voir, je saute en l'air, je dis, mais c'est pas vrai, moi j'ai rien à faire avec la mafia. Là, non. Ce qui l'a stupéfait, ça a été son calme en disant, ouais, finalement, c'était pas une histoire qui m'intéressait. Et le regret de Myron Fuller, c'est d'avoir laissé filer Trump à ce moment-là, parce que Trump, on était vraiment à ses débuts et c'était le moment où il commençait à se lier avec la mafia. Tu parlais de Roy Cohn, il y a un passage, c'est page 218, hein, à la fin de ton chapitre 8, je te lis. En 81, un agent du FBI demande à l'un de ses informateurs de haut niveau, à l'intérieur de la mafia, comment il se fait qu'aucune grève n'éclate jamais sur les chantiers de Trump. La réponse est simple, son monteur et avocat Roy Cohn a négocié une paix sociale durable. Il n'a pas obtenu ce résultat sans mal. Après avoir désamorcé la colère des ouvriers polonais, s'être débarrassé illégalement de tonnes d'amiante, il y a aussi le scandale de l'amiante qui vont foutre n'importe où, avoir assuré la livraison de milliers de camions de béton prêts à l'emploi, une nouvelle épreuve attend Trump. Elle va l'amener à croiser le plus impitoyable des racketteurs. Et j'avais deux questions. C'est quoi cette histoire de paix durable et quel est le racketteur, t'en as déjà parlé, mais j'aimerais que t'en parles un peu. Donald Trump, lui, voulait être libre de faire ce qu'il voulait sur ses chantiers. Et donc, il a négocié avec les syndicats une paix sociale, je te dis, en leur filant des appartements et des choses comme ça. Et il pouvait embaucher, il avait le droit, auquel cas, tu sais qu'aux États-Unis, tu ne peux embaucher que des gens qui sont syndiqués. Mais si tu as l'accord de la mafia, tu peux embaucher des gens non syndiqués. Donc, il a eu recours à une équipe de Polonais qui venaient de Pologne, ils étaient 200 à peu près, mais il y avait aussi des Coréens apparemment, qu'ils sous-payaient, qui dormaient à même les chantiers, et c'est eux qui ont assuré la démolition du grand magasin Bonwit-Teller sur lequel va être construite la tour Trump. Le problème, c'est que le Bonwit-Teller, regorgé d'amiante, était comme tout New York, mais était bourré d'amiante. Donc les mecs à l'époque, eh bien, Trump leur a dit, vous allez m'enlever cette saloperie. Donc ils ont désamianté, mais à main nue. D'accord ? Ouais, ils sont tous morts. Vraiment en respirant les vapeurs d'amiante et tout. Comme déjà on commençait à parler de l'amiante à l'époque comme d'un produit cancérigène, le soir, l'amiante était chargée par ces mecs dans des camions bennes qui n'étaient pas bâchés, qui circulaient dans tout New York, donc diffusant de l'amiante, et puis les morceaux d'amiante, les plaques d'amiante étaient jetés dans le Hudson et la poussière d'amiante déversée dans les égouts. Et quand il y avait des produits toxiques, il y a eu aussi des produits toxiques, en fait, ils étaient stockés dans des camions-citernes et ils attendaient qu'il pleuve. Et dès qu'il commençait à pleuvoir, on ouvrait les robinets, les camions-citernes allaient sur les autoroutes déverser leurs saloperies. Donc, mais pour faire ça, eh bien, il faut avoir l'appui des syndicats. Et si tu n'as pas l'appui des syndicats, tu ne peux pas faire ça. Et en l'occurrence, le type qui régnait sur ça, c'était précisément John Cody. Alors, il y a des fois où là, c'est James Ellroy, quoi. Enfin, il y a des scènes, il y a la mort du chef mafieux Castellano qui se fait dessouder par les amis de Donald Trump, quoi. Et donc, tu racontes, le 16 décembre 85, aux environs de 17h30, 2 hommes attendent dans une Lincoln aux vitres teintées à l'angle de la 3e avenue de la 46e rue, à l'est de Manhattan, en face du restaurant Sparks Steakhouse. Au volant, John Gotti, l'underboss de la famille Gambino. À ses côtés, son bras droit, Sammy Gravano, dit le taureau, armé d'un revolver 357. Une limousine s'arrête au feu rouge, à quelques mètres d'eux. Le taureau active son talkie-walkie et dit « Il arrive ». La limousine s'arrête devant Sparks.
Un homme de 70 ans descend et fait quelques pas en direction du restaurant. 3 individus vêtus de longs manteaux blancs et de chapkas en fourrure. Génial ce déguisement, avait dit le taureau, se précipite et ouvre le feu. La Lincoln démarre. Arrivé à la hauteur du cadavre, John Gotti ralentit. Sammy Gravano commente, c'est bon, il est mort. C'était dans un film. Mais la mort de Paul Castellano, qui était le chef de la famille Gambino, c'est un moment emblématique de l'histoire de la mafia. C'est le moment new-yorkais. C'est le moment où elle va basculer et c'est peut-être le début de la fin. Parce que c'est John Gotti qui va s'emparer de la mafia. John Gotti qui était un personnage flamboyant, un peu trop flamboyant. Ce qui est intéressant, c'est que il est mort parce que ces hommes lui reprochaient précisément d'avoir partagé avec la famille Genovese certaines sociétés qui intervenaient sur les chantiers de Donald Trump. Donc, si tu veux, quand tu dis mafia aux États-Unis, il faut bien comprendre que c'est pas que des trafics de drogue, de la prostitution, des trafics d'armes ou des hold-up ou des choses comme ça. C'est aussi le contrôle du monde syndical. C'est le contrôle de sociétés du bâtiment et le contrôle… Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, bien sûr. Toujours aujourd'hui, un peu moins. Alors, ils se cachent un petit peu plus, mais leur présence est toujours là. Elle est moindre. Aujourd'hui, la présence russe est plus importante et c'est plus du blanchiment qu'autre chose. Mais la présence de la mafia italienne est toujours là, bien sûr. Je vais lire aussi, tu parlais de Ron Fino, qui est ton principal informateur, donc qui est cet agent. Il est plus en exercice, il est à la retraite, Ron Fino. Alors, Ron, non, il travaille toujours. Ron, il a une famille à faire vivre. Oui, il a adopté une fille handicapée, tout ça. Enfin, c'est assez touchant ce que tu racontes sur lui. Ron, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un de généreux qui ne supporte pas l'injustice. Et il y a, en 2016-2017, il va à une convention d'écrivains à Las Vegas pour présenter, il a écrit ses mémoires, donc il ne parle pas trop de Trump dedans, mais il parle d'énormément de choses parce qu'il a bossé pour la CIA, enfin bon, le FBI, etc. Et il y a une jeune fille qui l'approche, qui est malade, qui est une handicapée mentale en fait, qui veut raconter son histoire. Donc, ils discutent pendant 2 heures et puis à la fin, il lui donne sa carte. Et 3 ans plus tard, il a un coup de fil des services sociaux de la Nouvelle-Orléans. Il lui dit, écoutez, voilà, on a une jeune fille, elle est handicapée mentale, elle sait à peine, elle parle mal et tout, elle vient de se faire violer, rouer de coups, elle a 18 ans, donc on ne peut pas la garder. On n'a pas d'asile pour elle, donc sinon on va la remettre à la rue. Et Ron dit, écoutez, vous me l'envoyez. Et il l'a reçue chez lui, il avait une famille, il l'a adoptée, et c'est comme sa fille, et je l'ai rencontrée, et c'est comme sa fille. Je veux dire, elle a évolué ou elle est toujours handicapée, enfin, elle est toujours handicapée, mais elle écrit. Donc, elle a écrit un bouquin qu'on peut trouver au nom de Amanda Fino, racontant sa maladie. Et Ron l'a aidé à faire ça. Et il continue toujours, il donne des cours pour les douanes, pour le FBI, pour la CIA. Et moi, il a beaucoup bossé aussi sur Trump et les Russes, mais ça, il ne veut pas en parler parce qu'il y a des opérations qui sont toujours en cours. Mais on va en parler dans la dernière partie de l'entretien. Je voudrais quand même citer ton ami Ron Fino, là, parce que c'est la lettre qu'il écrit à Joe Griffin. Et Griffin, c'est un type qui travaille au FBI, ou c'est ça. Et donc, alors, c'est un mec du FBI qui a été détaché pour nettoyer les syndicats. Donc, c'est à la fois un syndicaliste et un mec du FBI. Alors, Ron Fino lui écrit le 6 mars 97, il lui dit « Cher Joe, Donald Trump, comme son père, est lié à la mafia depuis de nombreuses années. J'ai eu quelques conversations discrètes avec Sam Golvano, Riggi, donc Riggi c'est Tony Soprano, Laurello, que des mafieux. Je pourrais parler pendant des jours et des jours de la façon dont la famille Trump a aidé et écouté la mafia, écrit Fino, qui ne croit guère aux dénégations de Trump. Mes sources, donc il cite ses sources, Léo Capizzi, Roger Impérial, etc., savent tout de sa démolition illégale du Bowen Teller en 1980, du Grand Hyatt
et d'autres, y compris certains travaux à Atlantic City. Comme je l'ai mentionné lors de notre réunion, les opérations de Phil Schwab sont une excellente manière d'attraper les officiels corrompus de la Luna, etc., etc. Je les connais bien, et il donne plein de détails, quoi. Donc cette lettre, quand même, c'est une lettre. Elle était jamais sortie ou tu la rends publique? Si tu es en France, tu sors un document comme ça et que tu es, je sais pas moi, cher Joe, Emmanuel Macron, comme ça. Enfin, je veux dire, tu prends un président t'as une plainte en diffamation et une interdiction du livre. Non, mais je veux pas dire que Macron soit mafieux. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir écrit ça et si c'est faux, c'est vraiment très diffamatoire, quoi. Donc, il a jamais été inquiété. C'est Ron, si tu veux, qui m'a poussé à écrire ce bouquin d'une certaine manière. Ça faisait longtemps que je tournais autour de cette idée, puis mon épouse m'a dit il faut vraiment faire un bouquin sur Trump et tout. Je disais oui, mais t'as 4 grandes bios aux États-Unis sur Trump qui sont géniales, à commencer par celle de Wayne Barrett qui est extraordinaire. T'as des papiers dans Esquire, dans Vanity Fair, dans tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je vais amener de plus? Je veux dire, je vais pas faire un bouquin pour pomper Vanity Fair, Esquire et tout. Bon, c'est pas connu en France, mais voilà quoi. Je veux dire. Ouais, c'est pas très intéressant. Ouais, ça peut être très intéressant, mais moi ça m'intéresse pas. Il me faut un plus. Et puis j'ai revu Ron que je connaissais depuis des années, et lui m'a dit mais moi Trump j'ai des choses à dire. On a commencé à parler. Et puis j'ai dit oui, mais ok, mais il faut prouver tout ça. Et il me dit mais j'ai mes archives. Et donc il a conservé, il a 10 000 pages de rapports qu'il a rédigés pour les syndicats et pour le FBI pas seulement sur Trump, mais sur la mafia et les syndicats. Donc là, je me suis dit ok, banco. Là, j'ai de quoi faire. Et puis j'avais envie de faire le portrait de Ron. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un de généreux. Qui croit en la vie, qui croit. C'est vrai que ça donne un peu d'humanité dans les galeries de portraits que tu fais, quoi. Et alors il y a la dernière partie qui est pas la moins inquiétante. Enfin, à partir les 100 dernières pages, un peu, c'est la mafia russe. Et là, on est quand même un peu abasourdi, quoi. Déjà par les portraits que tu fais, et puis on a l'impression que les Italiens, même si ça dessoude sévère, c'est des gentils à côté de ces monstres sanguinaires que sont les Russes. Tu parles d'un des mecs qui s'appelle Sermion Mogilevich. Ouais. Mogilevich, le parrain des parrains, mais c'est une puissance. Hein. C'est vraiment en Ukraine, c'est lui qui règne sur le gaz, sur l'électricité. Il a des banques, il y a même eu une task force dans les années 90 pour lutter contre lui. Alors, je te cite, donc, Semyon dit Zveva, dit le cerveau, le mal absolu, 1m80 et 100 kg, uniquement dédié au crime. Pour le FBI, il est le mafieux le plus dangereux du monde, une menace stratégique susceptible d'affecter l'économie mondiale d'un seul coup de fil, etc., etc. Le gangster le plus malfaisant du monde. Oui, il ressemble au personnage d'Orson Welles dans la soif du mal, là, c'est ce que tu dis. Mais alors, quel est le rapport entre ce mec et Trump? Alors, rapport direct, je n'en sais rien. Tout ce qui est certain, c'est que dès qu'il y a un mafieux qui est autour de Donald Trump, c'est un homme de Mogilevich. Oui. Est-ce que Trump Mogilevich, je n'en sais strictement rien. Mais dès qu'il y a le premier mafieux qui arrive aux États-Unis, c'est un homme de Mogilevich qui s'appelle David Bogatin, qui va être responsable après d'un scandale monstrueux en Pologne et puis en Autriche, mais qui arrive aux États-Unis et qui fait un scandale de détournement de la TVA sur les produits pétroliers. Il avait 200 stations-service à Brooklyn et en fait, la TVA, il l'a gardée pour lui, puis dès que les impôts se présentaient, au lieu de rendre la TVA, il faisait faillite et puis il disparaissait. La première chose qu'il fait, c'est blanchir son argent. Et où est-ce qu'il le blanchit? Dans la tour Trump, il va acheter 5 appartements qu'il paye cash. Et Trump est là, hein, bien sûr, il signe dès demain, il est là. Et puis Bogatin, il va s'enfuir parce que le FBI le recherche. Il va aller se réfugier en Autriche où il a créé une banque. En Autriche, il est démasqué, il s'enfuit, il va aller en Pologne.
Il a une garde privée avec des types qui ont des uniformes, avec des boutons dorés, des trucs comme ça. Il crée le premier réseau de banques privées en Pologne. Là, d'après ce qu'il dit, Lech Wałęsa, le président Wałęsa, propose de le racheter. Il refuse. Wałęsa lui propose de faire du trafic d'armes en échange avec la Libye, en échange de son réseau. Il refuse. Et là, le scandale éclate. Toute son histoire sort dans la presse polonaise et il est extradé aux États-Unis où il a purgé une peine d'une dizaine d'années de prison, un truc comme ça. Mais tous les gens qui sont autour de Trump, qui gravitent dans son entourage, sont tous des gens qui, de près ou de loin, ont eu affaire à Mogilevich. Ce qui est un peu normal, on ne prête qu'aux riches puisque c'est le parrain des parrains absolus. Donc, tout le monde a affaire à lui. Mais le deuxième mafieux, Ivankov, qui était carrément réfugié, recherché par le FBI, il s'était carrément réfugié dans la tour Trump. Et puis, après, il a été dans les casinos de Trump. Il fréquentait les... C'est là où tu racontes, en une ligne, tu dis que 1300 appartements appartenant à Trump ont été vendus en liquide, sans trace, 1300. Ouais, mais il y a eu 1300 opérations. Alors, parfois, c'était les mêmes appartements, bien sûr. C'était pas forcément les appartements différents qui ont été vendus à des sociétés offshore, en se servant de sociétés offshore. Et donc, c'est impossible de remonter derrière. Et les trois quarts, effectivement, mais étaient... Ça, j'arrive pas à comprendre. Aux États-Unis, il y a quand même, comment ça s'appelle, les agents du fisc. Il y a l'IRS, il y a l'IRS. Mais ça enquête pas sur un truc comme ça? Comment c'est possible? Ça devrait. Ça devrait. Mais pourtant, c'est, encore une fois, quand tu racontes ça, comment il réussit à échapper à ça? Tu racontes une autre histoire, de John Fonds avec YBM, là, des actions pourries qui montent. Là aussi, c'est Trump qui est derrière et les Russes, quoi. Il n'y a pas d'enquête. Non, c'est les Russes. Mais regarde, voilà, je vais t'expliquer. Un des gros trafiquants de dope italien achète un appartement à Trump et il le paye cash, d'accord? Le problème, c'est que pour payer cash, déjà, il y avait des lois, donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de vernis. Donc, pour ce faire, ils font un faux, d'accord? Il y a un comptable qui fait un faux en écriture et qui fait passer l'argent comme ça. Il y a un agent de l'IRS qui s'en aperçoit, qui va voir le comptable. Et le comptable lui dit, c'était pas la première fois qu'il faisait des faux, le comptable lui dit, écoutez, moi je veux bien passer un deal avec vous. Si vous voulez, moi je vais porter un micro, je vais aller voir Trump et vous allez voir ce qu'il va me raconter. Et vous allez pouvoir faire plonger Donald Trump. L'agent de l'IRS, le problème, c'est que l'agent de l'IRS, c'était un type qui bossait pour le procureur de Manhattan Sud, qui était le chevalier, le paladin de la lutte anti-mafia, qui était Rudy Giuliani. Et Rudy Giuliani était sur le point de quitter sa fonction pour se présenter à la mairie. Donc, l'agent de l'IRS a été voir Trump. En 2 heures, il est ressorti en disant « Ok, le dossier est classé, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à faire ». 2 mois plus tard, Trump annonce que si Giuliani se présente à la mairie, il se fait fort de lui trouver $2 millions. Et 3 mois plus tard, Giuliani se présente à la mairie. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il s'en sort, si tu veux, et c'est comme ça qu'il déjoue les enquêtes. Mais lui, il a un gros avantage, c'est qu'il commence à travailler avec la mafia au moment où tout le monde s'en fout, avec la mafia italienne. Et puis, dès que ça commence à se gâter, eh ben, il passe à la mafia russe. Et là, la mafia russe, ben, c'est autre chose, c'est l'argent, c'est le blanchiment d'argent. Alors, il y a un passage qui, je trouve que ça décrit vraiment, vraiment bien qui est Trump. La métaphore est peut-être usée, mais en même temps, elle est forte. C'est la créature de Frankenstein. C'est-à-dire que page 270, tu expliques que côté court,
Trump est toujours grand, puissant, magicien d'Oz, un monsieur plus, saisi par la folie des grandeurs, il se vautre dans le superlatif. Son deuxième livre est en tête des ventes, il lui faut le yacht le plus long, la tour la plus haute, son Taj Mahal, le plus grand casino de la planète, c'est ainsi que Donald est grand, etc. Et tu dis, côté jardin, c'est une autre affaire. Dès 90, il n'arrive plus à honorer le paiement des intérêts que les banques lui réclament. Le centre du vortex se situe à Atlantic City, la partie casino de l'Empire, est donnée pour morte tant elle est endettée à des taux prohibitifs. Le Plaza Hotel, symbole du luxe de New York, ne va pas bien non plus. La compagnie aérienne de Trump est un gouffre. En 91, les banques imposent à Trump de recruter Stefan Bollenbach, le sorcier du sauvetage d'entreprise. Ce mec explique à Playboy. Donald était fauché, il était pire que fauché, il perdait de l'argent chaque jour et il avait déjà des centaines et des centaines de millions de dollars de dettes. En vérité, c'était un millionnaire de papier. Il devait beaucoup plus qu'il n'avait et il s'appauvrissait chaque jour davantage. Au bord du gouffre, mais pas seul. Les banquiers l'ont créé, l'ont financé, l'ont choyé. Maintenant, il les tient. La créature de Frankenstein est menottée à son maître. Qu'il fasse défaut de ses investisseurs et ses investisseurs tombent avec lui. Sa dette le place dans le camp des too big to fail. Elle est trop importante pour que son groupe chute. Ironiquement, le fait d'être si endetté a joué en sa faveur lorsque le marché immobilier s'est effondré, etc., etc. On voit bien à quel point c'est une valeur frelatée, mais le système le crée et ensuite il est à la fois otage et maître du système et un jour il devient président des États-Unis. Si tu veux, Atlantic City, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que ces casinos perdent tout ce qu'ils peuvent, d'accord ? Mais vraiment tout ce qu'ils peuvent. Et lui, il fait 4 fois faillite, d'accord ? Et puis lui, à un moment, il a une idée, il va titriser la dette. C'est-à-dire qu'il va avoir recours à Wall Street et en fait, ils vont émettre des junk bonds, bien sûr. Et sur son nom, les junk bonds flambent. Ça part, ils sont introduits à $15, ça part à $30 et à la fin, ça valait plus qu'$1. Donc, en fait, c'est les petits actionnaires qui ont tout paumé dans cette histoire. Et Atlantic City, c'est fascinant parce que c'était le principal employeur de la ville. Il a ruiné cette ville, littéralement. C'était le premier employeur. Aujourd'hui, c'est un désert et les gens votent pour lui. Les gens à Atlantic City vont voter Trump. Et ça, c'est totalement fascinant. Et c'est vrai qu'à un moment, les banques américaines ne veulent plus entendre parler de lui et que le seul établissement qu'il va trouver, c'est la Deutsche Bank, précisément. Alors justement, je voudrais y venir, c'est la dernière question que je te poserai encore une autre question après, mais c'est vraiment cette histoire de suicide du banquier allemand là. Donc au début, quand tu parles du pont de Londres, j'ai évidemment pensé à ton homonyme, à Calvi, sous le Blackfriars Bridge, mais là c'est autre chose. Donc c'est un banquier allemand qui se suicide et son fils, une sorte de rocker amoureux d'une Française, va fouiller dans les mails et ce qu'il découvre est absolument édifiant. Effectivement, il y a ce banquier qui se pend avec la laisse de son chien dans un des très très beaux appartements de Londres et puis son fils qui connaît rien va fouiller et va tomber sur, lui c'est un des responsables de la Deutsche Bank, et va tomber sur un échange entre lui et ses supérieurs à propos de Donald Trump. Et il y a énormément de péripéties, mais finalement, il va remettre toute cette documentation au FBI. Et en fait, le FBI va s'apercevoir que Trump, quand il est devenu toxique pour les banques américaines, aucune banque ne voulait plus entendre parler de lui. C'était fini. Il ne voulait plus leur prêter d'argent. Il y a une banque qui débarque aux États-Unis, très agressive, qui veut faire de l'argent, c'est la Deutsche Bank. Et Donald Trump, il y va. Il se présente, il dit, écoutez, moi, voilà, je suis Donald Trump, voilà mon empire. Et il va jouer des divisions entre la Deutsche Bank America, tu sais, il y a des branches différentes, qui ne communiquaient pas entre elles. Donc, il va voir la branche immobilier et il obtient un emprunt. Il obtient un emprunt sur un de ses immeubles dans le Village. Et puis, il veut un autre emprunt sur Atlantic City. Là, cette fois, ça passe un peu plus mal. Donc, du coup, le banquier, le directeur, il fait un faux en écriture qui est démasqué. Donc là, normalement, Trump aurait dû être tricard. Pas du tout. Il passe à une autre section de la Deutsche Bank et leur dit, écoutez, voilà, moi, j'ai un empire,
Ça va comme ça vient, ça va plutôt bien. D'ailleurs, dit-il, on va titriser cet empire. On va mettre des junk bonds. Donc, il recommence le coup des junk bonds, bien entendu, et il fait une tournée pour placer ces junk bonds avec les mecs de la Deutsche Bank. Les gens, ça les intéresse vraiment de voir Trump, mais ça ne les intéresse pas d'acheter ces junk. Donc, lui, il pousse à l'achat. Il dit aux traders, écoutez, si vous arrivez à les placer, moi, je vous invite, voyage privé, dans un avion privé, à mon club le plus exclusif du monde, Mar-a-Lago, à côté de Jeff Epstein, pendant une semaine. Les mecs qui se démènent, ils arrivent à placer pour des dizaines, voire des centaines de millions de junk bonds. Ensuite, ils vont le voir en disant, bon, alors, quand est-ce qu'on vient? Et lui, il dit, mais non, je vous ai jamais dit ça. Donc, bref, il y a une espèce d'embrouille. Les junk, bien entendu, ils s'effondrent. Il y a un moment où il ne peut pas honorer, donc ça s'effondre. Donc, il passe à une autre branche. Et à une autre branche, il obtient un emprunt sur sa tour à Chicago de 40 millions de dollars qu'il n'arrive pas à rembourser. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur une troisième branche de la Deutsche Bank et il emprunte 40 millions de dollars pour rembourser les 40 millions de dollars qu'il doit. Bref, quand il est président, il doit quelque chose comme 2 milliards 5 à la Deutsche Bank, d'accord? Ce qui est énorme. Et les mecs, ils commencent à se dire, mais attends, comment ça se fait qu'on a prêté autant d'argent à ce mec? Et ils vont voir qui a souscrit les emprunts. Et les emprunts ont été souscrits par une banque russe, par une banque d'État russe dirigée par un ami de Poutine. Donc, la boucle se boucle et donc c'est l'argent russe qui permet à Trump de se maintenir à flot. Et puis, il y a cette scène que tu racontes où j'ai oublié son nom, il y a cette femme qui est un haut cadre de Deutsche Bank, je crois. Donc, les Allemands commencent à flipper parce que Trump leur doit beaucoup d'argent et le type devient président des États-Unis et il découvre le jour de son investiture que cette femme, elle fait partie de son staff maintenant et elle est à côté du président des États-Unis. Et donc là, ils se disent, putain, on est vraiment dans la merde. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour récupérer nos thunes, quoi? C'est un peu ça l'histoire, non? C'est-à-dire qu'elle était invitée, elle était à la cérémonie d'investiture, mais l'histoire est même plus tragique que ça, puisque ce chapitre s'ouvre sur la pendaison d'un banquier et se termine sur la pendaison d'un autre banquier qui est le supérieur de cette femme qui se suicide. Il y a beaucoup d'argent et beaucoup de morts autour de la partie russe mais tout ça, c'est rien par rapport à ce qui vient après, qui est la saga de Felix Sater. Mais enfin bon, il faut en laisser. Maintenant, il faut. Alors, si vraiment c'est le polar, pour moi, j'ai passé une partie de la nuit et là, j'ai terminé de le lire tout à l'heure, donc ce qui explique un peu mes cernes. C'est vraiment un super bouquin, tu as fait un super travail et comme tu le dis au début, tout est vrai, quoi. Donc, tu tournes les pages et c'est là où à la fin, tu te dis, putain, le monde est devenu. Voilà, je vais dire une connerie, mais le monde est devenu un cloaque, quoi. Et ce Trump et son prince, quoi. Tu te dis, on n'a pas envie d'y croire, mais on est obligé d'y croire. Moi, j'invite tout le monde à lire ton bouquin, quoi, parce qu'après tu regardes plus Trump. Déjà, tu as du dégoût quand tu vois le mec, mais après, quand on va lire ça, tu te dis, c'est finalement moins lui que le système qu'il a fabriqué qui est très inquiétant, quoi. Et c'est ma dernière question, Fabrizio, elle est un peu bateau, mais ayant écrit ça, étant un observateur aguerri des médias et de la vie politique américaine, tu vois tout ce qui se passe depuis le Covid et tout ça. Tu vois Biden, tu vois Trump. En ce moment, il a l'air au creux de la vague. Mais comment tu vois la suite, toi? Je veux juste rebondir sur ce que tu disais. Ce livre, j'ai fait une vingtaine de bouquins. Je ne me suis jamais autant amusé qu'en écrivant ce bouquin. C'est terrible à dire, hein. C'est épouvantable. Le personnage est tellement truculent, les situations sont tellement incroyables. Le matin, je me réveillais, j'avais qu'une envie, c'était d'écrire, et le soir, je m'endormais ivre de fatigue. J'ai terminé au moment du confinement sur ça. Tout est possible. On a affaire à quelqu'un qui est en guerre, qui est tout le temps en guerre. C'est la théorie permanente de la guerre héritée de Roy Cohn.
c'est contre-attaquer, attaquer. C'est pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la gueule. C'est vraiment, il faut y aller et on y va. Et il applique jusqu'au bout ce que Nixon appelait la théorie de l'homme fou. C'est-à-dire, si en face de vous, vous avez quelqu'un dont vous savez qu'il est fou et qu'il a le bouton nucléaire, vous allez hésiter quand même à le chercher. Donc, ceci pour te dire que tout est possible. Avant le confinement, avant l'histoire du virus, je t'aurais dit oui, il va passer, la bourse flambe, tout va bien. Enfin bon, tout va bien. Rien ne va bien, bien sûr. Il s'appuie sur l'extrême droite, il joue constamment la division, il joue les blancs contre les noirs, les white supremacistes, il est du côté des fachos. De toute manière, les noirs, il s'en fout, c'est pas son électorat. Donc, si tu veux, je t'aurais dit, parce que aux États-Unis, Hillary, elle l'avait gagné au point de vue vote, mais c'est les swing states, bien entendu. Donc, lui se concentre sur ça. Il est aidé par les Russes qui ont lancé une campagne de déstabilisation similaire à celle de 2016 et il a demandé l'aide à la Chine officiellement. Si tu lis le bouquin de Bolton, il a été voir les Chinois pour leur dire « il faut m'aider maintenant à être réélu ». Donc, si tu veux, tout est possible. Avec un mec comme ça, tu ne peux rien exclure. D'autant que Biden, il est pas flamboyant, quoi. Enfin, il y a des. Non, il n'est pas flamboyant. Alors, lui, il cherche des histoires avec l'histoire de l'Ukraine sur Biden. Le problème, c'est que les démocrates n'ont rien à opposer et lui est un démagogue. Et les démagogues, jusqu'à un certain point, il y a un moment, ça s'arrête, mais jusqu'à un certain point, ils sont capables de tout. Et c'est vrai qu'avec lui, le pire est toujours sûr. Il peut même perdre et refuser de partir. Enfin, tous les scénarios sont envisageables avec un personnage aussi, étonnant, sûr de lui. Ce type, quand même, depuis 1976, il est au lit avec la mafia. Il couche avec la mafia au vu et au su de tout le monde. Et il s'en fout, il les emmerde et il n'a jamais rien. Donc, il a un sentiment de toute puissance qui pourrait effectivement lui nuire, mais jusqu'à présent, il est vraiment capable de tout, y compris du pire. Fabrizio, tu me remontes pas le moral, mais je te remercie infiniment pour je sais pas, on a dû passer 2 heures ensemble, j'ai pas vu le temps passer. J'imagine que les gens qui nous écouteront auront envie de lire ton livre. En tout cas, moi, j'ai passé un moment particulier, on va dire, avec toi, et voilà. Donc, je te remercie infiniment. Et puis, je vais appuyer sur stop.